Normalement, on est live. Bonjour à tous. Bonjour. Super. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien la présentation aussi, très important, hein. J'ai des oui. Ok, a Ça m'a priori, l'air bon. c'est ok. Très bien. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur cette 6e conférence de cette première journée du SEO Square. Et je suis aujourd'hui avec Guillaume Guersan, ambassadeur SEO Ranking. Oui. Ça va, Guillaume? Ça va, très bien, merci. Bien. Tu vas nous parler d'achat de backlink aujourd'hui, les pièges à éviter. Donc, très intéressant. Alors, je pense que du coup, il y aura pas mal de questions sur cette thématique-là. Petit rappel, vous le savez, vous avez un chat pour réagir en direct et vous avez également en bas à droite un onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions de préférence dans cet onglet-là. Et puis, n'hésitez pas à voter pour les questions les plus pertinentes et on répondra à celles-là en priorité. Bon, si c'est tout bon pour vous, écoute, bon webinaire à tous. Je vais te laisser la scène, Guillaume, et je te dis à tout à l'heure pour les questions. Ok, je te remercie. Salut. Ok, donc de nouveau, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc, on va pouvoir attaquer ma conférence sur l'achat de backlinks, effectivement, les pièges à éviter. Donc, en fait, on va surtout parler d'optimisation du budget netlinking. Donc, moi, déjà, je me présente, je m'appelle Guillaume Garçon, je suis effectivement consultant SEO. Depuis pas mal d'années maintenant, j'accompagne mes clients dans tout ce qui est acquisition de trafic, donc SEO, mais aussi Google Ads, notamment la publicité en ligne. Et donc, je suis aussi formateur en ligne, je fais beaucoup de formations, peut-être que certains ou certaines ont déjà suivi certaines de mes formations sur Udemy. Et donc, je suis également utilisateur et ambassadeur d'SEO Ranking, qui est donc un outil tout en un SEO qui permet de faire plein de choses, un peu de type SEMrush. Donc maintenant, on ne va pas passer 3 heures sur moi, on va plutôt rentrer dans le vif du sujet et donc de la gestion de son budget de netlinking. En fait, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette conférence? En fait, c'est suite à un constat que je me suis fait, c'est marrant, un peu avant d'ailleurs qu'on m'invite à l'événement, c'est qu'en fait, j'accompagne mes clients sur plein de sujets liés à leur SEO, que ce soit du contenu, parfois je gère tout pour certains petits sites, de l'audit à l'optimisation de technique, contenu, netlinking. Parfois, c'est pour des besoins plus ponctuels. Mais ce que j'observe, c'est que chez 90% de mes clients, ce qui est sous-traité, c'est le netlinking. Ça, c'est la chose qui n'est quasiment jamais internalisée. Autant le contenu, souvent, les entreprises au début, on sous-traite. Après, on essaye d'internaliser la création de contenu, parce que c'est vrai qu'en toute honnêteté, des contenus produits en interne, avec les valeurs de l'entreprise, une vraie connaissance des produits, c'est souvent plus qualitatif, pas toujours, mais quand même souvent plus qualitatif que quand on sous-traite. Et surtout, c'est plus efficace, on a quand même des contenus plus uniques, etc. Mais par contre, l'aspect netlinking, jamais, quasiment jamais géré en interne. Il y a quand même des exceptions, évidemment, quand on commence à être dans des grosses entreprises avec des gros services vraiment dédiés au SEO. Bien sûr que là, on commence à internaliser, mais quand même, 90% du temps, on sous-traite. Alors, en tant que client, comment est-ce que ça se passe du coup quand on sous-traite? Généralement, on se définit, comme pour de la publicité en ligne, du budget. Un budget lié au SEO et notamment au netlinking. Donc, souvent, on part d'un audit de la concurrence, comme pour les contenus, comme pour la recherche de mots-clés. On regarde ce que font les concurrents, où nous, on en est, et on établit un plan. Pour le netlinking, généralement, c'est pareil. On regarde les sites de nos concurrents, on regarde notre site, où est-ce qu'on se situe. En fonction de ça, ça nous donne un cadre qu'on va essayer de suivre. Donc, à partir de là, on se fait généralement un plan. C'est quand même mieux, même si en vérité, ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, on essaye de faire un plan netlinking sur l'année, voire sur 24 mois, avec quelle page est-ce qu'on va essayer de pousser, sur quels mots-clés, quels encres est-ce qu'on va utiliser, quel type de site, quelle thématique est-ce qu'on va essayer d'utiliser, etc. On fera toujours en fonction d'un budget malgré tout, même si on peut se dire que on a 100 backlinks de moins qu'un concurrent. Bon, on va toujours de toute façon se fixer quand même un budget parce qu'il n'y a pas non plus que le SEO. Généralement, quand on gère le marketing digital d'une entreprise, il n'y a pas que le SEO non plus. Et un peu comme en publicité, en fait, avec ce budget, on va essayer de faire le plus avec le moins, entre guillemets. Et finalement, quand on essaye d'optimiser son budget netlinking, ce qui coûte le plus cher, c'est l'achat d'un mauvais lien. Et c'est ce qui fait peur. Et c'est pour ça que généralement, en tant que client, on sous-traite le netlinking. Parce qu'en fait, on a peur de mal faire, on a peur de se prendre une pénalité, on a peur de ne pas comprendre, on ne comprend pas. Bref, on préfère sous-traiter à quelqu'un qui s'y connaît ou une plateforme de netlinking parce qu'on se dit que ils sont là pour notre bien, plutôt que de s'empêcher soi-même à faire des erreurs. Et clairement, payer 100 € un bon lien qui en valait en vérité 40, c'est mieux que d'acheter un lien 40 € qui en fait en valait 0, clairement. Il y a de nombreux pièges
qui existent en netlinking. Donc, j'ai envie de dire que ce que je constate chez mes clients, ils n'ont pas tort de se méfier et de faire attention et d'essayer de sous-traiter. Mais le but, c'est de se former. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de formations sur qu'est-ce qu'un bon backlink, comment acquérir des backlinks. Mais en fait, ce n'est pas ça qui nous fait peur, parce que la connaissance, on l'a. Globalement, tout le monde a une bonne idée de ce qu'est un bon backlink, etc. Mais en fait, on a surtout peur de se faire piéger et des arnaques. Et donc, là, on passe au sommaire de la conférence, et c'est les 6 pièges que, avec ma modeste expérience, j'ai répertoriés. Au niveau du netlinking, c'est déjà la suroptimisation des encres. Bon, c'est un peu classique, mais on va en reparler. Tout ce qui est spam aussi, et alors, on va en parler plus longuement. Tout ce qui est page profonde, lien depuis des médias. Également, l'aspect trafic sur le choix d'un backlink. Est-ce que acheter un backlink depuis un site qui fait du trafic, c'est mieux que depuis un site qui ne fait pas de trafic? Également aussi tout ce qui est metrics. Généralement, quand on achète des backlinks, je pense que si je parle de Domain Authority, de Trustflow, de Majestic, tout ça, ça vous parle. Et évidemment, que vous dites quand j'achète des backlinks, je vais regarder ces données-là. Et aussi, on va parler du non-suivi des backlinks. Donc là, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet, la suroptimisation des encres. Alors, normalement, si vous faites du SEO, si vous vous intéressez à l'acquisition de backlinks, vous savez que le choix des encres, il est hyper important et la tentation est grande d'utiliser des encres optimisées. Alors, généralement, quand on crée un plan de création de backlinks, on sait qu'on ne va pas faire que des encres optimisées. Si on a 100% d'encres optimisées, c'est connu, c'est dangereux. Alors, c'est dangereux, attention, c'est le risque, en fait, il est que certains liens soient inutiles et donc, en fait, qu'on achète des liens, parfois très chers, même si on n'achète pas, que c'est via des techniques d'échange d'articles, etc. Un lien qui ne sert à rien, en fait, c'est juste de l'argent et du temps jeté par la fenêtre. Donc, on va faire attention. Et pourquoi est-ce que généralement, je vois certains clients qui ont des profils de liens quand on les analyse avec des outils type Moz, SEMrush, ou peu importe, Ubersuggest? En fait, c'est soit une méconnaissance. Déjà, c'est vrai que parfois, c'est vrai que quand on lit que quand il faut faire du netlinking, si on veut pousser telle page pour tel mot-clé, il faut utiliser des encres, parce que le choix de l'encre est important dans la position de la page sur ce mot-clé-là, on est tenté de toujours faire des encres optimisées. Il y a un moment, voilà, ça existe. Bon, ça, il faut le changer, évidemment. On évite d'avoir 100% d'encre optimisée, bien entendu. Donc, ça veut dire, en fait, une encre non optimisée qu'on créera, ce sera par exemple un article sponsorisé qui pourra parler de notre thématique, mais le lien qui pointera vers notre site aura une encre de type sur ce site, en savoir plus. Alors ça, c'est des classiques, mais c'est pour vous donner une idée. C'est-à-dire que l'encre, en fait, n'est pas un mot-clé. Après, il y a aussi, et ça, c'est le cas même chez les professionnels du SEO, c'est la tentation de pousser toujours plus une page pour un mot-clé. En fait, on est 3e sur un mot-clé assez concurrentiel. On veut vraiment passer premier parce que ça peut changer quand même beaucoup de choses et qu'on se dit qu'on n'est vraiment pas loin. Et du coup, c'est un curseur, le choix des encres dans l'achat de backlinks. Et donc, on est tenté d'un peu abuser en se disant, allez, c'est pas grave, je vais faire 2-3 bons backlinks sur encre optimisée, tant pis, on va essayer de passer premier. Et ça, honnêtement, moi-même, ça m'arrive et c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Et puis aussi, il y a tout simplement le côté, un peu le biais financier, c'est-à-dire quand on essaye d'acquérir des bons backlinks sur des sites de qualité, ça a un certain coût, que ce soit en rédaction, payer aussi éventuellement l'éditeur. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de payer par exemple 300 ou 500 € un lien si c'est pour avoir une encre qui est sur ce site ou dans cet article. On se dit ça ne sert à rien. Bon. Moi, ma recommandation là-dessus, c'est de faire attention à ça parce que très clairement, parfois, on analyse un site, on fait tout bien au niveau netlinking, on a des super backlinks et pourtant, on est derrière nos concurrents. Ça peut être une des raisons. Donc, on essaiera de garder 50% de ces encres non optimisées. Alors, ce n'est pas un chiffre magique, c'est ce que moi, personnellement, je préconise, mais d'autres peuvent en préconiser d'autres. Donc, 50% d'encres optimisées maximum. Il ne faut pas hésiter aussi à en parler à un prestataire, même si on sous-traite, d'être sûr qu'on est bien en phase avec ça, qu'il ne soit pas tenté d'en faire trop en termes d'encre optimisée, ce qui pourrait finalement nous pénaliser. Ce qui est encore le top du top au niveau des encres, c'est que même les encres optimisées soient toujours uniques. Il ne faut pas hésiter à travailler à la longue traîne. Par exemple, si je prends mon cas, j'ai un site, garçonguillaume.com, je propose mes services évidemment de consultant SEO, et bien entendu que je vais faire de l'acquisition de backlinks et que je vais avoir un backlink avec l'encre consultant SEO, ça paraît logique, et je vais essayer de travailler aussi consultant en référencement naturel, consultant Google, vous voyez, je vais essayer de varier un peu les encres, ou consultant SEO professionnel, consultant SEO à Rouen, consultant SEO, voilà, mettre un peu de géologue pour essayer en fait de varier mes encres. Et on essaiera de diluer ces encres avec des services. Aujourd'hui, on a de la chance, depuis quelques temps, on a des plateformes qui proposent des petits backlinks à 10 € qui ne mangent pas de pain, qui ne sont pas incroyables, mais à 10 € le lien, moi je suis OK pour avoir des encres non optimisées.
Donc, si j'acquiers 2-3 backlinks à 200 ou 300 euros avec encre optimisée, je vais mettre 30 ou 40 euros dans des petits backlinks avec des encres non optimisées sur AccessSync ou Linkuma, j'en cite 2, peut-être d'autres. Voilà, j'en cite 2, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc, voilà pour l'aspect encre, qui est un piège que je détecte assez souvent. Le piège numéro 2, c'est tout ce qui est achat de liens spam. Alors, évidemment, là, dit comme ça, personne se dit que oui, je vais acheter des liens qui vont spammer mon site. Ce n'est pas le sujet, hein. Mais en fait, c'est d'éviter les offres trop alléchantes. Et ça, en fait, ça vient notamment beaucoup de plateformes de freelance et notamment de Fiverr. Mais ce n'est pas la seule plateforme, hein, mais voilà, notamment de Fiverr. En fait, pourquoi acheter un lien 100 euros quand on trouve des offres à quelques dollars qui proposent 50, 100, 3000 backlinks? Généralement, c'est des sites, des backlinks un peu spammy sur, par exemple, des profils web 2.0. Donc, ça, peut-être que beaucoup connaissent. En fait, il y a beaucoup de sites, des réseaux sociaux, où on peut se créer un profil et sur notre profil, on peut mettre notre pseudo et un lien vers notre site. Bon, ça, c'est très simple à créer comme backlink, hein, et surtout, ça peut s'automatiser avec des bots. Donc, je peux proposer 50 liens depuis 50 profils différents pour vraiment pas cher, parce qu'en fait, je vais pouvoir automatiser ce process. Il y a aussi tout ce qui est spam dans les commentaires, qui sont beaucoup utilisés sur des plateformes type Fiverr, et aussi des spams sur des plateformes de création de sites web gratuites. Par exemple, sur WordPress, on peut créer un site wordpress.com, c'est gratuit. Sur Wix, on peut créer un site gratuitement, il y aura un peu de pub. Mais en fait, à chaque fois, on a des sous-domaines de WordPress ou de Wix. Alors ça, c'est plutôt quand c'est quali, parce qu'on peut automatiser la création de comptes sur ces sites-là, sur ces plateformes-là, créer des sites, poster des contenus, souvent spinner, et faire des liens vers notre site. Tout ça, je peux l'automatiser, en fait. Il y a beaucoup qui l'automatisent. Alors, WordPress et Wix, ça reste assez quali parce que ces plateformes luttent évidemment contre le spam, donc c'est assez difficile finalement d'automatiquement faire des backlinks. C'est vrai que souvent, quand on achète des backlinks, on va être sur des plateformes un peu plus exotiques, chinoises, russes ou des plateformes américaines de pas très bonne qualité parce qu'elles luttent un peu moins contre le spam. Donc là, c'est vrai que Fiverr, ça regorge de ce type de service. Là, ici, si on fait une recherche French Backlinks, on voit qu'il y a plein d'offres. Il y a de tous les prix, il y a du 5 $, mais il y a aussi des tarifs un peu plus élevés. Et là, en fait, si je regarde, j'ai analysé un site il n'y a pas très longtemps, et voilà, c'est un site qui, du coup, qui s'appelle nodepartners.com et qui a un domaine authority de 30 et pas mal de domaines et pas mal de liens référents. Bon, sur le papier, ce site, il a un super profil de liens parce que déjà avoir un domaine authority 30 sur Moz, c'est pas rien, c'est pas mal, hein, franchement, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'en fait, quand on comparait à ses concurrents, c'est lui qui avait clairement la meilleure autorité en regardant avec Moz. Alors, on voit qu'il avait des liens Pinterest, CDA 94, Unsplash, CDA 93, bref, il y a plein de plateformes comme ça. Sauf que, finalement, il faisait moins de trafic, il avait des moins bonnes positions que ses concurrents. Donc après, le but, évidemment, d'un consultant SEO, c'est d'aller voir un peu plus en détail quand même ces liens. Donc là, ici, c'est des exemples de certains de ces liens. Donc, on voit un lien depuis Pinterest. Hein, donc, on voit que c'est un petit profil avec un lien vers son site. Ici, c'est mixcloud.com, que des gros domaines authority, mais encore un profil où il y a très peu de contexte, il y a juste une petite bio, mais en plus, c'est une bio en anglais, comme quoi il est content de s'être inscrit. C'est pareil sur indiegogo.com, c'est pareil sur Unsplash. En fait, on se rend compte que ces liens-là, certes, ils sont depuis des gros sites qui n'ont rien de mauvais. Hein. Unsplash, c'est un bon site. Hein. Mais en fait, les pages web qui font le lien vers le site du client n'ont aucun contexte, il n'y a aucun contenu. Et c'est ça, en fait, qui est problématique, parce qu'un lien comme ça, en fait, c'est juste inutile. Donc, certes, il a des liens sur les outils de tracking de backlinks, des liens avec des gros domaines authority. On peut penser que, du coup, il a un bon profil de lien, qu'il a une grosse autorité, beaucoup de jus, et qu'il va donc avoir de grandes chances de positionner ses contenus. Et finalement, non, parce que Google ne se fait pas avoir. Alors, ma recommandation là-dessus, déjà, c'est que, faut être clair, on peut trouver des pépites sur Fiverr, clairement, pour un bon rapport qualité-prix. Mais il faut faire très attention. Il faut toujours demander, avant de passer une commande, un exemple de reporting, en fait, un exemple de lien. C'est tout bête, mais au moins, comme ça permet de se rendre compte. Et en soi, il faut simplement éviter tout backing qui n'a pas de contexte. Si un freelance avait créé, par exemple, un compte Unsplash pour ce client, en mettant quelques photos uniques, par exemple des bureaux de ce client avec des tableaux Excel, la thématique, c'était la gestion de patrimoine. Donc, on peut mettre des photos de PC avec un tableau Excel, avec des formules, des graphiques sur la finance ou quoi que ce soit, une petite présentation et un lien. Le lien aurait été nofollow, ça aurait permis justement de faire un peu des encres non optimisées sur l'URL, et ça aurait été un lien qui aurait quand même eu un minimum d'intérêt. Pareil pour Pinterest, si on a un vrai compte Pinterest avec des publications intéressantes, des infographies, même si c'est pas grand-chose, hein, ça peut être des bons backlinks, j'ai envie de dire. Mais là, juste des profils où il n'y a même pas
de texte vraiment dans la thématique, c'est juste inutile. Donc, ça ne peut pas nuire directement, en tout cas, je n'ai pas constaté de nuisance suite à ce type de lien, mais simplement déjà, l'analyse du domaine, elle se trouve très compliquée sur les outils, parce que là, en fait, aujourd'hui, en termes de netlinking, si on regarde que les chiffres, il n'a pas besoin d'en acquérir plus, il a un meilleur domaine authority que ses concurrents, donc en fait, c'est dommage, il a juste un peu pipoté son domaine authority, et surtout, il a perdu de l'argent. Ce n'est pas des milliers d'euros pour ce type de service, hein, c'est clair, mais quand on essaye d'optimiser un budget, c'est un peu bête de tomber dans ce genre de piège finalement assez classique. Alors après, le piège numéro 3, c'est le piège des liens dans les pages un peu profondes et notamment via les gros médias. Alors, est-ce qu'un lien média envoie du jus? Déjà, la question à se poser, c'est est-ce que l'article qu'on va publier sur le média va recevoir des backlinks? Généralement, non. Alors, les articles sur les médias, quand c'est rédigé par des journalistes, sur les thématiques, ça peut recevoir pas mal de backlinks. Mais là, un article sponsorisé, généralement, ça en reçoit peu parce que le sujet est très promotionnel. Donc, en fait, le jus du lien qu'on va acheter, il va dépendre du maillage interne du magazine. Donc, si on relaie en page d'accueil, généralement, oui, on reçoit pas mal de jus au début parce que notre article est en page d'accueil et que la page d'accueil d'un média reçoit elle-même beaucoup de backlinks. Mais très vite, forcément, notre article il va tomber dans les profondeurs du site. Alors là, c'est l'exemple bfmtv.com, on est sur une plateforme de netlinking. Peu importe le tarif, peut-être qu'il variera en passant en direct ou via une autre plateforme, mais on voit que sur bfmtv.com, on peut avoir un lien dofollow pour 4 000 €. Relais page d'accueil gratuit. Franchement, DA92, lien dofollow, relais page d'accueil gratuit, 4 000 €, ça peut sembler être pas trop mal. Il faut avoir le budget, mais ça peut sembler assez intéressant. Donc là, c'est un exemple d'un article sponsorisé, donc pour peu importe, hein, c'est pas une entreprise Line-Up, Ocean, c'est pas l'entreprise qui nous intéresse, simplement l'exemple de l'article. Et on voit que déjà, il n'y a pas de vraie mention partenaire, c'est marqué, enfin, il n'y a pas de mention sponsorisée, c'est noté partenaire, hein, les articles sponsorisés sur BFM TV. En fait, pour accéder à l'article qui a été publié il y a un peu moins d'un mois, il est déjà plus en page d'accueil, donc je pense que la page d'accueil, ça doit durer une semaine à peu près. Et pour accéder à l'article, aujourd'hui, donc il est quand même très récent, il faut aller depuis la page d'accueil dans Espace Pro, puis dans Focus Entreprise, et ensuite, on a une liste de 30 articles et on peut aller cliquer dans l'article. Donc aujourd'hui, l'article, il est à 3 clics de la page d'accueil. Et ça fait un mois qu'on a qu'on a acheté l'article, en fait. Donc déjà, en termes de jus, on est un peu loin de la page d'accueil. Ici, on voit l'article tout simplement dans le listing, c'était simplement pour montrer. Donc aujourd'hui, il est à 3 clics et il y a environ 30 résultats par page. Et j'ai calculé, 30 résultats par page, c'est pas mal de la part de BFM TV. Mais en fait, ils publient tellement d'articles partenaires qu'en fait, 30 articles, ça dure à peu près un mois. Donc en fait, chaque mois, on va perdre une page. C'est-à-dire qu'après, ils vont être en page 2 de la catégorie, page 3, page 4, page 5. Donc en fait, au bout de 6 mois, on a quasiment 10 clics de la page d'accueil. Donc en fait, le lien depuis l'article sponsorisé de bfmtv.com, en termes de jus SEO, très vite, il est quand même un peu perdu. Alors, ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que les liens médias sont sont inintéressants, mais c'est vrai qu'ils sont moins puissants que sur le papier, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots. Ça peut paraître DA92, lien dofollow, bfmtv.com, beaucoup de trafic, ça peut sembler 4 000 € relativement intéressant. Au niveau SEO, pas forcément. Ça reste intéressant, mais il faut s'en servir pour d'autres buts aussi. Bien sûr que d'un point de vue SEO, c'est quand même, on ne va pas cracher dans la soupe et ça peut être bien si on peut se payer ce genre de lien. Mais il faut aussi y voir un intérêt de notoriété, parce que si on trouve un bon angle dans l'article sponsorisé, donc évidemment, il ne faut pas mettre du budget dans du netlinking et puis se dire l'article, on va être radin sur la rédaction, on s'en fiche, on veut juste un lien, parce que là, du coup, c'est vrai qu'on achète juste un lien. Si on prend le temps de bien briefer les rédacteurs pour trouver un bon angle d'attaque, on pourra générer du trafic, donc ça peut être très intéressant, ça peut nous apporter de la notoriété, et aussi, certains ne seront pas à l'aise avec ça, mais on pourra utiliser le logo du média sur notre site. Alors, c'est un article sponsorisé, donc de là à dire on parle de nous sur bfmtv.com, certains le feront, certains le feront pas, peu importe, chacun fait ce qu'il veut. En tous les cas, c'est vrai qu'on peut le faire. Donc, pourquoi pas? Ça peut nous permettre sur des landing pages de donner un peu confiance à nos prospects. Donc, en fait, en clair, moi, je ne dis pas non à des liens médias avec des clients. J'ai des clients qui ont le budget pour le faire et c'est cool, tant mieux, ils s'en servent pour ça. Mais par contre, je n'imputerai pas 100% du budget de l'article sponsorisé au SEO. Clairement, je dirais que 25% du coût est à attribuer au budget netlinking. Donc en clair, moi, c'est ça. Hein, si on me donne 4 000 € netlinking, si le client veut un lien bfmtv.com, je dis OK. Mais par contre, on va compter 1 000 € sur le budget netlinking et tu me laisses mes 3 000 € pour acheter d'autres backlinks parce que 75% de ton achat sur bfmtv.com, j'ai pris cet exemple, ça peut être un autre média. En fait, c'est plus pour ta notoriété, pour la conversion de ton site internet, c'est ton budget marketing communication. Mais ce n'est pas mon budget SEO. C'est simplement ça qu'il faut avoir comme regard là-dessus. Et c'est comme ça qu'il faut bien estimer la valeur d'un lien depuis un média.
Ce n'est pas en prenant 100% du coût pour le lien de follow. Donc voilà pour cet aspect-là. Maintenant, on va rentrer un peu dans les choses un peu plus pointilleuses et sur lesquelles, clairement, là, la plupart des clients ne font pas forcément très attention, c'est tout ce qui est trafic. Alors, est-ce qu'un site qui fait du trafic envoie plus de jus qu'un site qui ne fait pas de trafic? C'est un éternel débat sur Twitter. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas la réponse absolue. C'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'on voit en tout cas que de plus en plus de plateformes d'achat de backlinks, donc il y en a plein en France, affichent le trafic des sites. Donc, généralement, on a un listing, un catalogue, et on peut voir le trafic des sites. Et alors, généralement, c'est soit du trafic parce que la plateforme se connecte au Google Analytics du site, soit ça peut être des données, généralement, qui viennent d'une API, ça peut être de SEMrush, de Explorer, c'est ce que je vois beaucoup. Ça peut être d'autres outils, peu importe, ça donne du coup un trafic estimé SEO du site. Alors après, est-ce que faire du trafic SEMrush, ça signifie que le site est bon au niveau SEO? Alors, oui, globalement, faire du trafic, ça donne quand même, ça envoie quand même un signal que le site arrive à être performant SEO et donc très certainement que son lien va avoir un intérêt par rapport à un site qui fait zéro trafic. Et là, on peut se dire, pourquoi il fait zéro trafic finalement? Mais en fait, la vraie question, c'est la valeur, le prix qu'on va mettre dans un lien sur un site qui fait du trafic par rapport à un site qui en fait moins ou pas du tout. Parce que généralement, un site qui fait du trafic, il est vendu à prix d'or. Et le problème, c'est souvent sur des sites généralistes que ça arrive, c'est que beaucoup de plateformes de netlinking, en fait, il faut le savoir, c'est elles qui définissent le prix des sites. C'est-à-dire, vous êtes éditeur, vous avez des sites, vous êtes passionné de moto, vous inscrivez votre blog, c'est pas vous qui choisissez votre prix, c'est la plateforme qui récupère des données depuis 10 outils, trafic estimé, domain authority, trustflow, et via un algorithme maison, elle dit, OK, ton site, il est à temps. Et donc, si vous faites 1000 vrais visiteurs versus un site qui en fait 10 000, entre guillemets, faux, vous allez vendre moins cher, alors que c'est potentiellement injuste. Donc après, voilà, là, c'est un exemple d'un site trouvé sur une plateforme, et en fait, il fait plus de 100 000 visiteurs par mois de trafic d'après SEMrush. Mais si on s'arrête là, on se dit, c'est super, c'est un super site, en plus du lien, je vais peut-être choper du trafic parce qu'il en fait vraiment beaucoup, et beaucoup de gens vont s'arrêter là, parce qu'ils vont s'arrêter déjà à la donnée de la plateforme, et ils ne vont pas aller sur SEMrush voir le détail des mots-clés. Donc en fait, moi, ce que je fais toujours, et ce que je recommande à mes clients, c'est d'aller voir les plus gros mots-clés du site qui lui génèrent le plus de trafic. Donc là, sur SEMrush, en fait, c'est très simple. Quand on regarde le rapport de mots-clés, il met les plus gros mots-clés en premier, ceux qui sont censés lui rapporter plus de trafic. Après, c'est pareil avec Ubersuggest, c'est pareil avec la plupart des outils. Donc en fait, si on regarde les premiers mots-clés, là, vous allez très vite voir le problème. Donc on a Amélie, JT13h TF1, Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray, etc. On va regarder en détail les mots-clés qui lui font un maximum de trafic. On voit sur Amélie, donc tout le monde connaît peut-être Amélie, c'est le portail de la sécurité sociale. Personne ne sait comment ça s'écrit, est-ce qu'il y a un E ou pas. Donc on tape sur Google Amélie. Bon, en fait, lui, il se place 14e. Et vu que la requête a 6 millions de volumes de recherche, SEMrush estime que 14e, il fait 8600 visiteurs mensuels. Alors qu'en vérité, il est à zéro ou pas loin. Parce qu'en fait, les gens, ils tapent juste Amélie dans Google, on est tous pareils, et on clique sur le premier lien. JT 13h TF1, Marie-Sophie Lacaro, alors, hyper longue traîne, volume de recherche quand même 27 000, plutôt pas mal. Et du coup, il estime son trafic, le trafic du site, à 6700 parce qu'il est premier, parce que c'est de la longue traîne et qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Si on croise la donnée avec le Google Keyword Planner de Google Ads, en fait, on se rend compte qu'il y a eu des actualités où effectivement cette requête était beaucoup tapée, mais qu'en fait, aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, donc à l'heure actuelle, encore je dis ça, mais c'était à partir de janvier 2023, le volume de cette requête, il est de 170. Donc on est loin des 6700 visiteurs par mois que nous dit SEMrush. Alors SEMrush, lui, il va retenir la moyenne annuelle, et en fait, on va baser notre achat là-dessus. Pareil, Boursorama, c'est comme pour Amélie, il est 13e, c'est énormément recherché forcément, les gens cherchent juste à se connecter ou à s'inscrire sur Boursorama, mais il estime que le site, il obtient 4000 visiteurs grâce à ce mot-clé. La CAF, pareil, 6 millions de volume de recherche, donc il estime que le site, en étant 20e sur le mot-clé CAF, il a 3700 visiteurs. Vous voyez, ça, plus ça, plus ça, plus ça, en fait, on obtient un site qui, peut-être, nous, on voit sur la plateforme de netlinking qu'il a 150 000 visiteurs par mois, et on se dit, OK, il doit valoir trop cher par rapport à un site qui peut-être va se positionner sur des vrais mots-clés qui vont générer du trafic, mais évidemment beaucoup moins de trafic parce que la CAF, c'est 6 millions de volume de recherche. Il faut se positionner sur ce type de mots-clés. Et en fait, on va mal piloter notre budget, on va acheter les mauvais backlinks simplement parce qu'on a de la mauvaise donnée. Donc, attention, on peut aussi utiliser des bots, il y a ça aussi qui existe. Il est possible de faire du faux volume de recherche, parce que là, c'est quand même des vrais volumes. La CAF, c'est vraiment chercher 6 millions de fois par mois. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, par exemple,
si je voulais vendre des liens sur mon site perso qui est garsonguillaume.com, je peux tout simplement, sur mon nom de marque, donc c'est mon nom personnel, prendre des bots, leur faire rechercher Guillaume Garçon sur Google. Je peux demander, par exemple, je sais pas moi, à 10 000 bots par mois de le faire. Je vais avoir un volume de recherche sur Guillaume Garçon de 10 000, alors qu'aujourd'hui, je sais pas, c'est peut-être 30, 50. Du coup, sur SEMrush, vu que je suis premier, il va dire que j'ai, je sais pas, 5 000 visiteurs par mois. Et sur les plateformes de netlinking, je vais pouvoir me vendre beaucoup plus cher parce que je fais quand même pas mal de trafic. En fait, c'est du faux trafic. Ça, c'est quand même très rare. C'est pour ça que je n'ai pas parlé trop des bots parce que c'est quand même un peu difficile à mettre en place, c'est un peu cher. En plus, c'est vrai que ça ne sert à rien. Donc, peu de gens le font. Mais par contre, ranker sur des gros mots-clés qui ont du gros volume, même en étant en deuxième, troisième page, c'est beaucoup plus fréquent. En fait, je le constate beaucoup plus. Alors après, attention, n'oubliez pas que le webmaster de ce site-là a sciemment essayé de se positionner sur CAF pour faire du trafic sur SEMrush pour vendre plus cher. C'est juste la limite des outils. Et ça, on n'y peut rien. C'est comme tous les outils, ce qui est important, c'est aussi l'humain qui est derrière. Il faut savoir bien s'en servir. Donc, beaucoup de plateformes, quand même, malgré tout, c'est le problème, se basent sur certaines de ces données pour faire les prix. Et ça, c'est un problème. Et c'est à nous, en tant qu'acheteurs, de faire attention. Et maintenant, vous le savez. Donc, moi, ma recours, c'est de faire attention au trafic SEMrush. Il faut vraiment le prendre avec des pincettes. Il faut toujours aller croiser les données. Donc, si la plateforme affiche les données SEMrush en termes de volume de trafic, on va aller vérifier avec d'autres outils. On va croiser tout simplement avec d'autres outils. On va regarder aussi potentiellement les volumes des plus gros mots-clés sur le Keyword Planner. Et après, voilà, chacun se fera son avis sur est-ce qu'un site qui fait du trafic apporte plus de jus. Moi, je dis juste que c'est vrai qu'à prix équivalent, très clairement, je vais prioriser le site qui fait du trafic parce que forcément, s'il arrive à faire du trafic, et même d'ailleurs, s'il arrive à se positionner 20e sur CAF, honnêtement, ce n'est pas donné à tout le monde. Essayez-vous de faire un article qui se positionne 20e sur le mot-clé CAF, vous verrez que ce n'est pas si simple. Donc, c'est que quand même, le site doit être de qualité, clairement. Mais attention à la valeur perçue d'un backlink quand on se base sur le trafic. Alors, on arrive au 5e piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est tout ce qui est metrics. Et là, c'est le plus gros truc. Donc, on va parler de Domain Authority, donc ça, c'est un score donné par Moz. Le DR, Domain Rating, c'est donné par Ahrefs. Majestic, il a le Trust Flow, Citation Flow. Tout ça, c'est des scores de 1 à 100, et plus on est près de 100, plus ça veut dire que le site est puissant au niveau netlinking. Chaque outil a ses petits algorithmes qui estiment par rapport à différents critères la puissance d'un lien. Et après, ça passe dans une moulinette et ça donne un score. Il y a aussi SEMrush, c'est le Authority Score AS. Donc après, bon, déjà, qui analyse, quand il achète des backlinks, les sites via au moins une de ces données avec un de ces outils? Je pense que tout le monde ici lèverait la main. Maintenant, qui croise avec plusieurs outils, c'est beaucoup plus rare. Heureusement, beaucoup de plateformes de netlinking, via les API, nous donnent de toute façon déjà les données de plusieurs outils pour un seul et même domaine. Parce qu'évidemment, on essaye toujours de croiser les données. Donc, généralement, on peut regarder les données de plusieurs outils. Mais généralement, on a tous notre outil préféré. Et si vous préférez Moz, vous vous dites, OK, c'est le DA qui est le mieux. Si vous préférez Ahrefs, vous allez regarder que le DR. Le TF, il est bas, c'est pas grave. De toute façon, le TF, c'est nul. Donc, je vais regarder le DR. Après, si vous êtes pur Majestic, vous allez regarder Trust Flow, Citation Flow, vous allez dire TA, DR, c'est nul. Donc, généralement, on ne regarde qu'une seule métrique. Alors, maintenant, le problème, c'est justement, si ces métriques, en fait, sont faussées, ça va complètement fausser notre stratégie de netlinking, en fait, nos choix dans l'acquisition de backlinks. En fait, si on reçoit un listing de sites sur lesquels quelqu'un veut nous vendre des articles sponsorisés, généralement, ça peut arriver en direct dans un document Excel. On a généralement une liste de prix, les URL des sites, et soit le Domain Authority, soit le Trust Flow, soit le DR, peu importe l'outil qui est utilisé. Et du coup, on va se dire, si le site A.com, il est à 100 € et qu'il a un Domain Authority de 40, c'est mieux que le site B.com, qui est lui à 80 € et qui n'a qu'un DA de 12. Et surtout, on va considérer que c'est un super bon plan, un site généraliste avec DA 53 à 200 €. Clairement, on signe tous tout de suite. Donc, via quel canal est-ce qu'on peut se faire avoir sur ce type de métriques? Généralement, c'est beaucoup par email. Si vous avez un formulaire contact et que votre site il commence un peu, et encore, il n'y a même pas besoin de faire beaucoup de trafic, vous allez forcément recevoir des emails de consultants SEO, parfois français, parfois étrangers, c'est plutôt étranger. Moi, ce que je constate souvent, c'est en anglais, qui vont proposer des listes de sites sur des Google Sheets ou des Excel avec les sites, trafic estimé, Domain Authority et des prix. Et on peut aussi trouver beaucoup d'offres sur Fiverr. Je reviens toujours à Fiverr, mais c'est vrai qu'en fait, en SEO, en achat de backlinks, Fiverr, ça représente quand même pas mal d'offres sur le marché. Là, ici, par exemple, on voit une offre de French Backlinks, donc 100% du flow France. C'est vrai que c'est pas de chance, lui, il a fait une faute à France. C'est pas si compliqué, mais voilà, on a une offre à 70 $ avec 35 backlinks qui ont des domaines authority de 60 à 90. Franchement, là,
Si vous faites de l'édition de site, si vous achetez des backlinks, vous devez vous dire, je me suis fait avoir. C'est pas possible combien j'achète mes backlinks, alors que lui, pour 70$, j'ai 35 liens avec des DA au-dessus de 60. Bon, alors, on garde les bonnes vieilles habitudes, on dit juste, envoyez-moi un exemple. Voilà, pour voir un type de lien. On n'achète pas comme ça des liens sans demander des exemples. Et c'est gratuit, on peut contacter autant de personnes qu'on veut sur Fiverr pour demander des exemples. Encore une fois, il peut y avoir des belles pépites sur Fiverr. Toujours demander des exemples. Donc là, le vendeur me donne le site. OK, le site, il a un DA53, c'est vraiment pas mal. 305 domaines référents. Allons voir un peu plus en détail, parce que si on s'arrête là, clairement, c'est le bon plan de l'année, c'est le braquage du siècle, et on va surpasser tous nos concurrents. L'acheteur averti va aller vérifier en détail les liens du domaine. Mais le non-averti qui doit acheter 20, 30 backlinks, il n'a pas le temps et il va juste se baser sur cette information. Donc là, si on regarde pour ce site-là les domaines référents, on voit, ici vous le voyez, hein, youtube.com, t.me, google.de, google.es, il y a plein de Google. Décidément, ce site-là, il est linké par tous les Google de tous les pays, c'est formidable. Si on regarde un peu plus en détail, ici vous voyez les URL, parce que bien sûr qu'on va aller, au lieu de regarder simplement les domaines référents, c'est hyper important de voir quelles sont les pages qui font des liens. Et là, vous voyez un peu le schéma des URL, c'est toujours des gros domaines avec redirect égale l'URL du site. On va aller voir plus en détail, on va aller consulter quelques pages. Bon, bah là, c'est un lien depuis google.fr, depuis un sous-domaine de google.fr, avertissement de redirection, la page que vous souhaitiez consulter, essaie de vous rediriger vers le nom de domaine. En fait, c'est des pages d'avertissement. On le voit, c'est pareil pour t.me, pareil. Ici, c'est pour Bing, ça marche pareil. En fait, tout ça, c'est des gros sites sur lesquels, généralement, des utilisateurs peuvent créer des liens. Par exemple, YouTube, vous pouvez mettre un lien dans votre description. Et en fait, YouTube, pour protéger ses internautes, quand quelqu'un va cliquer sur votre lien, plutôt que d'arriver tout de suite sur votre site, bim, il va faire une page intermédiaire pour dire attention, vous êtes sûr, vous allez quitter YouTube, attention, vous allez être redirigé vers tel site. Est-ce que vous avez fait exprès de cliquer sur ce lien? Et du coup, ces pages-là, elles font effectivement un lien vers le site de destination. Et d'ailleurs, si on regarde la page, ici c'est depuis Google, si on analyse, elle n'est pas en noindex, donc la page est globalement indexable. Et en plus, le lien est dofollow. Il n'y a pas de balise nofollow sur le lien. Donc franchement, c'est effectivement un lien depuis google.es ici dans l'exemple. Maintenant, est-ce que Google il va prendre en compte ce type de lien? Pour être honnête, déjà, c'est des liens depuis le site web de Google. Donc Google, il peut parfois nous faire des choses un peu drôles, on ne va pas se mentir, mais enfin, je n'ai pas la science infuse, je ne peux pas vous assurer à 100% d'un point de vue scientifique que ça ne sert à rien, mais honnêtement, ce type de lien ne sert à rien. Déjà, ils ne sont même pas indexés, même admettons, ils ne seraient pas indexés, ils seraient pris en compte, clairement, ça ne sert à rien. Donc en fait, le but, il est simple, hein, des vendeurs de liens, c'est simplement de faire grimper artificiellement le domain authority de Moz pour augmenter la valeur des liens et donc de gagner plus d'argent via les plateformes ou en direct. Alors en fait, comment ça marche? Pour vous expliquer, vous allez voir, parce que là, vous pouvez vous dire, ah ouais, quand même, les gens, ils sont forts. C'est pas forcément qu'ils sont forts, ces gens-là. En vérité, c'est hyper simple. Il suffit de connaître tous les sites qui ont ce type de page de redirection, d'avertissement de redirection. Et ensuite, on remplace à la fin de l'URL, on met l'URL en fait de notre site. Donc là, ici, vous voyez, il n'y a pas que des Google, hein, il y en a plein. Il y a des listes sur des forums, Black Hat, de ce type de plateforme. Donc, déjà, tous les Google, si on se fait tous les Google de tous les pays, on est sur plein de domaines référents avec des gros DA et Google est présent dans beaucoup de pays, donc on peut y aller fort. En plus, ça va marcher sur tous les sous-domaines. Donc, en plus de tous les sous-domaines de tous les pays, on peut avoir pas mal de domaines référents avec des DA au-dessus de 90. Après, on voit, il y a aussi plein d'autres sites qui font ce type de page. Donc après, on remplace, ici, vous voyez, moi j'ai mis votresite.com, mais vous pouvez mettre votre site. Après, il suffit de faire crawler ces pages-là par des outils. Donc Moz pour le domaine authority, Majestic pour le TrustFlow, Href pour le DR, domaine rating, ParsemRush pour le authority score. Bref, parfois certains font indexer ces liens que par un seul outil, et puis tant pis. Et les plus professionnels, j'ai envie de dire dans l'arnaque, font crawler ces liens par tous les outils pour se dire que, en fait, si le client il croise les données, en fait, j'ai pipoté mon score sur tous les outils. Quitte à faire les choses, autant les faire bien. Donc, en fait, par exemple, avec Moz, c'est hyper simple. Moz, il y a un outil qui s'appelle Link Tracking List, quand on a un compte Moz Premium, qui permet, en fait, d'analyser qu'une liste, en fait, on lui met une liste de pages et il va vérifier s'il y a un lien vers notre site depuis ces pages. Donc, normalement, ça sert tout simplement à surveiller vos backlinks. Hein. Ici, c'est très simple. On crée une liste, on met tous les Google avec les redirections, on lui dit qu'il faut qu'il vérifie que ça fasse un lien vers votresite.com
et ensuite, il va aller vérifier. Donc, ça peut prendre du temps. Ça coûte cher de faire ça parce que, en fait, on peut faire 30 jours gratuits sur Moz, mais en fait, souvent, il met beaucoup plus de temps à vérifier les liens. En fait, dès qu'il va aller crawler une de ces pages, il va détecter qu'il y a un lien dofollow, et il va l'ajouter à sa base de données globale. Donc, ça va augmenter son domaine authority. Et voilà. En fait, c'est très simple. Vous voyez, il suffit d'avoir un compte Moz, on va dire, premium, mais c'est finalement très simple. Ça marche. On pourrait se dire que ces outils font attention, ça fait des années, je crois que ça existe, et même avec Href, ça marche. Hein. Malheureusement, donc que ce soit Moz, Href, en fait, ils peuvent tous être pipotés. Je pense qu'ils peuvent tous être pipotés, clairement, Majestic. Après, je n'ai pas regardé pour tous les outils, mais globalement, les plus gros outils du marché se font pipoter leur score. Après, là, je vous ai montré comment le faire. Si vous vouliez le faire vous-même, évidemment, vous ne voulez pas le faire. Mais en fait, plutôt que de s'embêter, il y a des gens sur Fiverr qui proposent de pipoter vos scores. Donc là, ici, vous voyez, il y a une offre, j'ai regardé, et je pense qu'en plus, ce n'est pas le moins cher, mais pour 190 $, il va faire passer mon domaine avec un DR, donc domaine rating Href de 50, un trust flow de 30 et un domaine authority de 30. Pour 190 $, en sachant combien est-ce qu'on va pouvoir vendre un lien depuis un domaine qui a ces scores-là, c'est hyper intéressant. Si en plus on se positionne 20e sur CAF, comme mot-clé CAF, on fait un peu de trafic SEMrush, et là je peux vendre le lien 500 € facile. Donc c'est franchement pas un mauvais investissement. Vous voyez, c'est vraiment pas très difficile. Mais c'est facile de s'en prémunir. Il suffit simplement, quand on achète des backlinks, de vérifier un peu en détail juste les plus gros liens. Pas besoin d'aller regarder tout le profil de liens. Mais en fait, s'il y a des gros domaines de type redirection avec des DA90 qui font pousser le score en haut, on grille. En fait, il faut vite mettre out ce domaine. Donc faites attention à tous les sites, que ce soit via des plateformes de netlinking, des plateformes type Fiverr ou en direct quand vous recevez des offres par email. Parfois, on peut avoir des bonnes pépites. Faut pas tout. Il n'y a pas un canal qui est à éliminer par défaut. Et il n'y en a pas un qui vous protège à 100%, même si beaucoup de plateformes de netlinking font de plus en plus attention à ce type de choses. Il faut toujours croiser les données avec plusieurs outils, même si, globalement, comme on l'a vu, tous les outils sont pipotables, j'ai envie de dire. Après, un site qui a un domaine authority de 50, on peut aussi regarder s'il fait du trafic avec SEMrush. Clairement, domaine authority de 50, s'il n'y a pas de trafic, c'est bizarre. Parce que normalement, avec un vrai domaine authority de 50, c'est pas très compliqué, même d'être 20e sur CAF. Donc, dans tous les cas, si un DA 50, il fait zéro trafic sur SEMrush, c'est bizarre. Et du coup, surtout, il ne faut jamais acheter un service qui garantit un domaine authority, clairement. Voilà, ça jamais, parce que ça va juste pipoter l'analyse de votre domaine. Et en fait, vous n'allez rien gagner parce que ce sera du faux DA et ce ne sera pas pris en compte par Google. Et du coup, vous n'allez pas générer plus de trafic et ce sera juste dur de vous comparer à vos concurrents. Et donc, enfin, on arrive au dernier piège qui n'est de ne pas suivre son netlinking. Alors, clairement, là, maintenant, vous savez quelles sont les arnaques possibles. Donc, maintenant que vous savez exactement comment les éviter, vous pouvez très bien gérer votre netlinking tout seul via une plateforme de backlinks ou même en direct. Il n'y a aucun problème. Là, je vous ai à peu près listé toutes les arnaques possibles. Mais le plus gros problème, l'erreur ultime selon moi, c'est de ne pas surveiller ses backlinks. Et beaucoup de personnes ne surveillent pas leurs backlinks, surtout quand on gère soi-même son netlinking. Quand c'est une agence, un consultant, généralement, il surveille. Quand on passe via une plateforme de netlinking, beaucoup surveillent les backlinks, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais quand on le fait en direct, c'est vrai qu'on ne les surveille pas. Et ça, c'est ce qui peut coûter le plus cher. Parce que qu'est-ce qui peut se passer dans la durée de vie d'un lien? Déjà, le lien, il peut passer de dofollow à nofollow. C'est tout bête, mais c'est assez caché, mais ça peut arriver. Le lien aussi peut disparaître. C'est-à-dire que la page, l'article, il est toujours en ligne, mais le lien, il disparaît. Après, la page peut carrément disparaître, ou elle peut être désindexée de Google, ou même ne jamais s'être indexée. Donc, clairement, en termes d'optimisation budget netlinking, acheter un lien 100 € alors qu'il en valait 50, c'est dommage, mais ça apporte quand même du boost. Vous avez payé un peu plus cher, vous êtes fait un peu avoir, mais c'est pas très grave. Par contre, acheter un lien 100 €, s'il disparaît 6 mois plus tard, c'est bien pire. C'est clairement bien pire comme problème. Et là, c'est 100% entre guillemets de notre faute si on ne surveille pas ce qu'on fait. Donc, vous devez surveiller vos backlinks. Surtout que honnêtement, ce n'est pas très compliqué. Déjà, moi, je me fais toujours un plan de netlinking sur Google Sheet. C'est mon outil de base. Après, on peut faire Excel, c'est pareil. Je sais quel lien je dois créer, vers quelle page, sur quelles encres, pour faire attention à avoir 50% d'encre optimisée, et pas plus. Et après, il y a un super outil qui s'appelle keywordsinsheets.com qui permet d'ajouter un script à un Google Sheet pour vérifier qu'une liste d'URL, de liens, font bien un lien vers notre nom de domaine. Donc déjà, rien que ça permet dans un Google Sheet de vérifier si on met la liste de nos liens, des backlinks qu'on a créés, ça permet de surveiller ces backlinks. Et ça, c'est gratuit. Alors, ça nécessite un peu de compétences, entre guillemets, mais franchement, c'est pas très compliqué.
Après, si on a un outil tout en un SEO, la plupart ont un outil de suivi de backlinks, et notamment, moi, celui que j'utilise au quotidien, c'est SEO Ranking. Et SEO Ranking, vous pouvez rentrer tous les liens que vous avez achetés. Il va surveiller s'ils sont toujours indexés sur Google, s'il y a un lien, s'il est do follow, no follow, s'il y a un lien qui est présent ou pas sur la page, si la page passe en 404. Bref, en fait, il surveille tout et vous êtes tenu informé s'il y a un problème. Et moi, justement, j'avais fait un échange de liens triangulaires et honnêtement, ça m'a servi. Je m'en sers de toute façon quotidiennement. Et en plus, c'était un gros échange. Et puis, du jour au lendemain, juste mon lien a disparu. La page était toujours là. Bon, ça permet, on peut mettre aussi les coordonnées de la personne avec qui on a fait l'échange de liens ou qu'on a acheté le backlinks. On peut mettre les prix aussi. Hors contact, voilà, mon lien, il a disparu. Bon, généralement, c'est désolé, là, c'était ça. Désolé, c'est mon stagiaire qui gère mon blog, il a retiré le lien, il l'a remis, et voilà, c'est fini. Si je n'avais pas surveillé, en fait, moi, je me faisais avoir, en fait. Et forcément, en fait, on ne progresse pas en SEO si à chaque fois qu'on crée des backlinks, ceux d'il y a 6 mois sont supprimés. Donc, il faut absolument surveiller son netlinking. Donc voilà, globalement, les 6 pièges à éviter. Normalement, si vous partez avec tout ça, et si vous avez des questions, bien sûr, je peux y répondre, mais si vous partez avec tout ça, aujourd'hui, je ne dis pas que vous n'avez pas besoin de consultant SEO ou d'agence SEO pour gérer votre netlinking, mais que vous souhaitiez continuer à sous-traiter, au moins, vous savez à quoi il faut faire attention pour éviter de vous faire avoir aussi, parce qu'il y a des agences aussi potentiellement peu scrupuleuses. Et au pire, là, peut-être que vous êtes un peu plus à l'aise en sachant. Peut-être que vous saviez déjà ce qu'était un bon backlink, mais maintenant vous savez exactement quelles sont les arnaques possibles aujourd'hui sur le marché. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que là, on n'est pas trop mal et je pense que j'ai respecté le timing. Quel sens du timing, Guillaume, bravo. Ouais, pas trop mal. Pile à l'heure. Alors, effectivement, il nous reste un peu de temps pour les questions, donc c'est chouette. On va les prendre dans les ordres des votes. Il y en a une qui fait l'unanimité, hein, c'est la question de Richard. Pour rester naturel, combien de backlinks maximum peut-on acheter sans avoir de problème? Alors là, il n'y a pas de réponse toute faite, clairement, parce que en fait, ça va dépendre du domaine. Si on est sur un gros site qui déjà naturellement gagne pas mal de backlinks naturellement tous les mois, on va pouvoir acheter beaucoup plus de backlinks qu'un domaine qu'on vient tout juste de sortir. Donc vraiment, là-dessus, il n'y a pas de réponse toute faite chiffrée. Un tout nouveau nom de domaine, dans tous les cas, on créera des backlinks de manière graduelle chaque mois. Voilà. Ouais. On va pas tout de suite créer des dizaines de backlinks. Ouais. Pour compléter, une bonne manière de procéder, ce serait peut-être de regarder combien naturellement on va acquérir chaque mois. C'est quoi le rythme mensuel d'acquisition? Et puis se dire, si on veut en acheter, on va en rajouter un petit peu à chaque fois. Mais on ne peut pas passer. Donc c'est pour ça que si on est déjà un énorme site qui est naturellement, on a 100, pourquoi pas. Clairement. Noëlla, joli prénom. L'achat de liens est pénalisé par Google. Comment fait-il pour faire la différence entre ceux qui sont achetés et ceux qui sont naturels? Alors là, effectivement, ça va dépendre potentiellement des sites, déjà parce qu'il peut détecter que tel site vend des liens. Donc, tous les sites qui obtiennent des backlinks depuis ce site-là, en fait, les backlinks vont être, entre guillemets, leur jus va être potentiellement annulé. C'est pas mon constat. Après, simplement, c'est en termes de statistiques sur votre site. Si vous avez 100% d'encre optimisée, vous sortez des statistiques et du coup, potentiellement, les liens que vous allez acquérir, ils vont devenir nuls parce que Google va détecter que c'est pas possible. Guillaume, c'est le 150e backlink ce mois-ci qu'il a sur le consultant SEO. Il triche. Donc, en fait, les liens vont servir à rien. Donc, en fait, c'est pour moi, après, il n'y a pas de vérité absolue en SEO, c'est compliqué, mais pour moi, il suffit de rester dans les stats pour rester sembler naturel et pas être apeuré par une pénalité Google, on va dire. Il y a une deuxième partie de la question qui est quid de l'attribut rel sponsored. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles de mettre? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être transparent ou pas? Ouais, franchement, le rel sponsor, du coup, c'est-à-dire qu'on va acquérir des liens pour la notoriété des sites qui vont nous faire un lien, par exemple, depuis un gros média, mais par contre, c'est pas un lien qui va avoir un intérêt SEO, du coup. Ce serait comme si on mettait un rel nofollow. Voilà. Ouais. Écoute, ça me paraît très clair. On a une question de Perrine. Avec Google qui annonce la perte d'importance des backlinks dans le ranking, est-ce que le netlinking vaut toujours la peine aujourd'hui? Est-ce que les pénalités qu'on risque sont très fortes et impactantes? Ouais, alors franchement, moi, pour le moment, je le vois pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le netlinking, il me paraît toujours utile. Ça semble toujours être un bon facteur de ranking, clairement. De plus en plus, d'ailleurs, même, j'ai l'impression que faut vraiment être de plus en plus un gros site pour réussir à ranker.
Et je ne pense pas qu'on risque de pénalité. En tout cas, aujourd'hui, moi, je ne constate pas chez mes clients, et encore à ma modeste taille, une plateforme de netlinking, il y aura beaucoup plus de données là-dessus, mais je ne constate pas de pénalité. Ce que je peux constater simplement, quand on ne respecte pas les bonnes pratiques, c'est tout simplement l'achat de backlinks et la non-évolution du SEO. Parce qu'en fait, les backlinks qu'on a achetés ne servent à rien, ou notre profil de lien, notre stratégie n'est pas bien rodée, et donc en fait, nos liens ne servent à rien, entre guillemets, aux yeux de Google. Merci. Alors, question suivante. On a Jonathan qui demande comment tu t'y prendrais pour estimer le prix d'un backlink. Le prix, en fait, c'est comme tout, c'est une question de marché. Donc en fait, ça dépend de ce que j'ai comme offre. Si je me dis que je veux que des backlinks sur une thématique bien précise, voilà, j'ai un site sur la moto, je vends des pièces de moto et je veux que des blogs qui parlent de moto, je vais regarder, tout simplement grâce aux plateformes, c'est formidable, on a accès à quasiment tout le marché des blogs qui vendent des backlinks, même si je suis pas en contact en direct, et après je les compare. Donc tout est une question de marché, et ça peut évoluer d'ailleurs sur les périodes. Donc vraiment, en fait, le prix il dépend de l'offre que j'ai en face. Tout simplement, il n'y a pas de bon prix à un backlink. Ouais, c'est l'offre et la demande. Et sur certaines thématiques, on va avoir plus de choix et sur d'autres, on va être un peu plus contraint. Ça va être plus compliqué. Alors, Célia nous demande, faut-il mieux avoir plusieurs backlinks avec un DA moyen ou un seul avec un très gros DA? Ouais, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il vaut mieux un énorme backlink ou plein de petits, en fait? Généralement, une vraie stratégie de netlinking, on ne se pose pas cette question-là. Parce que dans tous les cas, on ne va pas se dire, pour mon SEO, je vais acquérir un backlink. Ça ne suffira jamais. Même le plus puissant de la Terre, même, je pense, la page d'accueil de Google, ça ne suffira pas. Donc, généralement, on va forcément essayer de pousser plusieurs pages de notre site. On va essayer de varier les encres. Varier, effectivement, j'ai vu qu'il y avait aussi la question de nofollow, dofollow. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Donc, on ne va jamais acquérir un seul backlink. Donc, après, c'est une question de budget. Avec le budget que j'ai, et selon d'où je pars, si vraiment mon site est tout neuf et que j'ai 0 backlink, il va falloir que j'acquière peut-être au début, de toute façon, des petits backlinks, entre guillemets. En fait, en clair, si j'ai un domaine authority de 1, entre guillemets, je vais peut-être acquérir plutôt 10 backlinks qui ont un DA10 parce que mon budget me le permet, plutôt qu'un seul qui va être DA30, mais en fait, je vais pouvoir travailler qu'une seule page. Donc, voilà, pareil. Après, là, il faut vraiment voir la stratégie au global, la concurrence, etc. C'est assez dur de donner une réponse générale là-dessus. Et je pense que ça donne un axe. Ouais, la variété, généralement, est plutôt préconisée. Tu parlais tout à l'heure de site 2.0, enfin de web 2.0. Du coup, il y a une question un peu liée, c'est est-ce que c'est toujours intéressant de s'inscrire sur des annuaires, comme on le faisait beaucoup il y a 10-15 ans, même plus récemment d'ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, toi? Déjà, il faut les trouver, les bons annuaires en ligne thématiques. En vérité, c'est pas si simple. Après, s'il y en a dans la thématique, franchement, pourquoi pas, notamment pour varier les encres. Parce que généralement, sur un annuaire, on va avoir une encre non optimisée, par exemple, voir le site ou l'URL du site ou le nom du site. On aura rarement sur un annuaire une encre optimisée. Donc, franchement, pourquoi pas sur des petits annuaires, notamment au début d'un site. Je ne dirais pas que c'est très utile, je n'irai pas dépenser des millions d'euros là-dedans, mais pour varier un peu les encres et le type de lien, parce que généralement, on n'a que des liens de type article de blog, ce qui peut être un problème, entre guillemets. Je dirais qu'aujourd'hui, tous les backlinks qu'on acquiert, c'est que de l'article de blog, il n'y a plus aucun autre type de backlinks. Donc, pour varier un peu ça, pour essayer de rester un peu sous les radars, pourquoi pas quelques-uns. Merci. Alors, on a une question sur la stratégie netlinking. Est-ce que c'est possible d'avoir une stratégie netlinking sans payer, sans débourser 1 euro? Est-ce que c'est envisageable? Alors, si on internalise, en fait, c'est clair qu'on va faire pas mal d'économies. Parce que honnêtement, le suivi de la stratégie netlinking, quand on fait appel à un consultant et une agence, c'est beaucoup de temps. Et donc, en fait, en clair, souvent on le paye dans l'achat du backlink. Ça dépend, après chaque agence a son modèle, mais du coup, ça qu'on va les payer beaucoup plus cher. Après, gratuit, de toute façon, ça n'existe pas, parce que soit il va falloir produire du contenu sur son site. Par exemple, si on veut obtenir des backlinks naturels en faisant une super étude, en sortant des chiffres pour être relayé, ça va coûter un prix. Mais par contre, c'est clair que si on internalise et qu'on évite les intermédiaires, c'est sûr qu'on va faire beaucoup d'économies, et ça peut être la clé. En fait, la connaissance, c'est souvent la clé pour dépasser ses concurrents. Donc, il ne faut pas hésiter à se former sur tous ces sujets-là pour les internaliser et bien respecter les process et économiser. Mais gratuit, surtout en netlinking, ça n'existe pas. Ouais. Donc, tu n'es pas partisan de
la branche du SEO qui consiste à dire il faut faire du 100% naturel, négocier les backlinks un peu à l'amiable, avec des échanges de bons procédés, On par peut faire exemple. on peut faire des échanges, mais du coup, si on fait des échanges, il faut quelqu'un qui s'occupe des échanges. Il faut quelqu'un qui s'occupe de la rédaction des contenus. Donc, en fait, ça va nous coûter aussi de l'argent. Donc, en fait, des fois, les échanges triangulaires, on en fait beaucoup. Et des fois, il y a des opportunités, clairement. Mais déjà, dans la vraie vie, c'est difficile de tout baser là-dessus. Parce qu'en fait, on ne va pas avoir assez de volume, parce qu'il n'y a pas assez de sites dans notre thématique, de sites partenaires. Tout dépend de la thématique, mais c'est parfois assez compliqué. Ça ne va pas forcément suffire. Et ce n'est pas toujours si économique que ça. C'est s'il faut passer 3 heures à contacter 10 sites pour obtenir un échange, finalement, on aura acheté un lien, ça nous aura peut-être coûté moins cher. C'est pas forcément efficient, ouais, tout à fait. Allez, on va prendre encore une ou deux questions. Florentin, bonjour, quelles sont les 3 métriques les plus importantes selon vous à regarder avant l'achat d'un backlink? Donc là, entre CF, TF, DR, TTF, etc. Est-ce que toi, tu as des préférences? Franchement, encore une fois, ça va être chacun va utiliser l'outil déjà qu'il préfère. Parce que souvent, quand on regarde le TrustFlow, DR, DA, on a un outil tout en un qui permet aussi d'autres fonctionnalités. Donc après, ça, c'est propre à chacun. Certains utiliseront SEMrush et utiliseront peut-être le Authority Score de SEMrush. Et très bien. Le tout, c'est de vérifier que le score, quand on analyse un domaine, soit pas pipoté. C'est juste ça. Si on se base là-dessus. Et après, c'est en fonction des offres qu'on a. Donc voilà, si je regarde le Authority Score, après le trafic peut être un indice aussi pour vérifier. Si j'ai un gros Authority Score mais que le site fait zéro trafic, ça peut m'éviter d'être piégé. Mais encore une fois, le tout, c'est d'utiliser un seul outil pour comparer les domaines, croiser quand même certains domaines qui nous paraissent bien avec plusieurs outils pour vérifier si la donnée n'est pas pipotée, et c'est tout. Après, c'est vraiment une question de marché et d'offre. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi cette question, quels sont les critères? Parce qu'il n'y a pas que les indicateurs de puissance, il y a d'autres critères comme est-ce que ma page est positionnée sur un mot-clé qui m'intéresse? Est-ce que ça fait du trafic, etc. Voilà, c'est ça. Alors après, c'est vrai que après, ça peut être une conférence, les critères d'achat dans Backlinks. Honnêtement, il y a plein de contenus sur Internet sur quels sont les critères. C'est vrai que si le site est dans notre thématique, on va se dire que c'est mieux. Si la page au minimum qui va faire un lien vers notre site parle de notre thématique, de notre mot-clé, c'est mieux. Si c'est une page déjà positionnée, et là, on va parler, c'est une plateforme notamment qui a mis en place ça sur le marché, d'acheter des liens sur des pages déjà positionnées sur des mots-clés, on peut penser que c'est mieux. Mais en vérité, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, il faut tester et voir ce qui marche le mieux. Du coup, dernière question, parce que je vois que c'était revenu sous plusieurs formes, la question de l'équilibre entre nofollow et dofollow, c'est quoi ta position? Ça c'est pareil, parce que j'ai parlé des encres, mais c'est vrai que c'est pareil, l'équilibre nofollow, dofollow, c'est pareil. C'est vrai que quand on achète et qu'on s'embête à acquérir des backlinks, on voit pas trop l'intérêt d'aller créer des backlinks nofollow, parce que ça sert à rien. Donc on va pas dépenser du temps et de l'argent dans l'acquisition de backlinks nofollow. Et c'est vrai qu'en fait, il faut essayer de garder un profil de lien naturel. Si vous regardez le profil de lien de Wikipédia, vous allez voir qu'ils n'ont pas que des liens dofollow. Donc, globalement, il faut essayer de garder un profil de lien naturel. Bon, moi, personnellement, mais c'est personnel, vraiment, ça va dépendre de chacun. Moi, j'essaye d'avoir à peu près 10% de liens nofollow. Mais déjà, il y en a beaucoup qui vont se créer naturellement des liens nofollow. Il faut le savoir, parce qu'il y a beaucoup de création de liens naturels un peu spammy sur Internet. Et ça touche tous les domaines. Donc, au moins, on reste dans les stats quand on se fait toucher par ce type de truc. Et sinon, après, il y a des liens sur les réseaux sociaux. Par exemple, Unsplash, on se crée un petit profil, on balance quelques photos, ça va faire un lien nofollow. Voilà, mais ça fait un lien qui a un contexte. Pinterest, c'est pareil. Ça va faire du lien, éventuellement nofollow, assez naturel. Et voilà, faut essayer d'avoir 10% à peu près, moi je dirais, c'est ce qui permet de rester sous les radars. Super. Écoute, merci beaucoup Guillaume pour cette conf archi complète, archi intéressante. On n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. On peut te contacter sur Twitter ou par mail, j'imagine. Oui. En tout cas, vous pouvez sur LinkedIn aussi. Sur LinkedIn aussi, voilà. Restez avec nous parce qu'on a un case study, le vapoteur Discount PrestaShop, l'importance d'optimiser la web perf. Donc, on va parler de Core Web Vitals, entre autres. Voilà, ça commence dans 5 minutes. Merci encore à tous. Et puis, écoute, bon après-midi, Guillaume. Merci. Bon après-midi à tous. Bonne conférence. Et puis, n'hésitez pas. Voilà. Merci. Ciao. Salut.